Bonjour tout le monde, je m'appelle Soha, je suis Head of Startup Marketing pour Europe, Middle East, Africa chez AWS. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Marilyn Dupuis, Head of Marketing chez Napta, Expect Your Skills, et on va en parler, pourquoi ils ont changé de nom, parce que je pense que c'est assez important. Et Samira Shakaf Andalousi, Head of Communication chez Electra. D'ailleurs, on aura le plaisir d'accueillir dans la session qui est la suivante le fondateur, Aurélien Demeaux, et CEO d'Electra, qui parlera scaling. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous le savez, start-up égale croissance, mais comment atteindre cette croissance? Et c'est ce qu'on va discuter aujourd'hui avec mes deux invités. Et elles vont nous partager leurs bonnes pratiques, mais aussi ce qui a moins bien marché pour leur start-up et les leçons qu'elles en ont tirées. Marilyn, merci d'être présente aujourd'hui. Merci. Peux-tu nous en dire plus sur ton parcours et sur Napta? Du coup, moi, j'ai commencé dans le secteur très concurrentiel de la défiscalisation immobilière. Et mon rôle, c'était de chercher un maximum de leads pour créer du business de ce côté-là. Et je suis passée après côté agence pour travailler pour des grandes marques comme Bricorama, Casto et Carrefour, avant de passer côté annonceur. Et j'ai fait 2 ans chez Captain, qui s'appelle maintenant FreeNow, en tant que Global Brand Manager pour quitter le milieu du B2C et rejoindre le milieu du B2B il y a maintenant 2 ans chez Napta, qui s'appelait Pick Your Skills, en tant que Head of Marketing. Merci beaucoup, Samira. Alors moi, j'ai commencé, en tant que je suis juriste de formation, j'ai commencé dans la diplomatie et puis je suis montée dans le train des startups, des premières startups, dès 99, pour ensuite enchaîner et aller piloter la communication de voyagesncf.com, qui s'appelait comme ça à l'époque et qui est devenue aujourd'hui SNCF Connect. Et j'ai ensuite créé ma propre agence de com pendant 10 ans, où j'ai communiqué pour pas mal de startups ou de grands comptes qui avaient des problématiques autour du digital. Et puis j'ai rejoint Electra il y a quelques temps, il y a 1 an, pour justement travailler à communiquer sur une entreprise qui participait à la transition énergétique. Donc Electra, pour résumer, c'est une entreprise qui fait de la recharge rapide de véhicules électriques. Donc on est dans le timing. Et l'objectif, c'est de créer 8000 stations de recharge, 8000 points de recharge d'ici 2030 et de vraiment accélérer le passage à la voiture électrique. Parfait, merci beaucoup. Merci. Donc on va prendre aujourd'hui le cas d'une startup qui a déjà trouvé son product market fit. Les premiers retours clients sont positifs. Comment démarrer la croissance? C'est là que le marketing et la communication entrent en jeu. Quand faut-il démarrer son marketing? Savoir si c'est trop tôt ou trop tard. Marilyn, je sais que les fondateurs de Napta, par exemple, estiment avoir commencé trop tard. Peux-tu nous en dire plus? Tout à fait. Nous, on a 4 ans aujourd'hui et l'équipe marketing n'a que 2 ans, ce qui, dans la vie d'une start-up, fait très jeune et en même temps très long. Et du coup, il y a eu 2 ans sans aucune opération marketing et des opérations uniquement sales. Et du coup, on vient d'en parler. Pick Your Skills est apparenté à une start-up RH et l'erreur est encore commune, mais c'est normal. Et c'est pour ça qu'on a été, du coup, on a pâti de cette approche sans aucun marketing pendant ces premières années d'un point de vue business, parce que ce n'est pas ce que nous faisons, puisque nous sommes un SaaS qui permet de gérer l'ensemble du staffing dans les entreprises, c'est-à-dire de gérer la masse salariale pour leur attribuer les bons projets en fonction de leurs compétences. Mais du coup, il n'y a pas que les compétences, il y a énormément de contraintes qui rentrent en jeu et ça ne transparaissait pas dans notre nom qui du coup a été changé trop tard par rapport à la vie de la boîte. Et donc, du coup, on a perdu de l'argent, on a perdu du business puisque les gens ne nous trouvaient pas au bon endroit et on a perdu du temps à essayer d'expliquer qui on était et ce qu'on faisait. Et par ailleurs, ça veut dire qu'on a passé 2 ans à vraiment se reposer sur l'équipe sales pour aller chercher du business, à avoir 0 opportunité entrante. Et quand on a lancé le marketing, au bout d'1 an, on était très satisfait de se dire que 60% des opportunités qui avaient été ouvertes sur l'année venaient de ce qu'on appelle l'inbound, c'est-à-dire que c'était des opportunités entrantes générées par un point de contact marketing. Donc pour nous, 2 ans, c'est trop tard. Après, tout dépend du modèle. Nous, on ne fait pas de freemium, on n'est pas marketing-led, on est sales-led. Et ça a aussi son impact sur la prise de décision.
Merci beaucoup. Samira, qu'en est-il de la communication? Parce que c'est encore... Alors nous, c'est le contraire. C'est qu'effectivement, Electra n'avait pas besoin, enfin Electra qui existe depuis maintenant bientôt 2 ans, n'avait pas besoin de mettre en place de stratégie marketing B2C puisqu'on n'avait pas encore de clients, puisqu'on n'avait pas encore de bornes. Mais par contre, les fondateurs ont tout de suite compris qu'il fallait mettre en place une stratégie de communication et avoir une équipe de communication parce qu'on avait besoin d'accompagner les sales. Donc voilà, on a lancé la com à ce moment-là. Et puis les fondateurs ont aussi compris que la com n'était pas une histoire, ne pouvait pas être captée par un stagiaire, mais qu'il fallait avoir de la seniorité pour accompagner la communication. Donc à partir de là, on a lancé la strat. Merci beaucoup. Merci Samira, on continue. Une question qu'on se pose beaucoup, surtout quand on est start-up, qu'on n'a pas de service marketing et com, c'est combien il faut comme budget pour démarrer. Il est facile de s'y perdre. Quel a été le process chez Electra? Alors, il n'y avait pas de budget prédéfini sur la communication chez Electra au départ. On avait surtout des OKR et le marketing avait aussi des objectifs, entrer dans les mêmes objectifs que toutes les équipes de l'entreprise. Mais par contre, on a décidé dès le départ, en mettant en place la stratégie, d'aller sur du hors-média et d'aller sur le moins de budget possible, de vraiment aller sur une stratégie qui soit le plus free possible. Donc, on a travaillé autour des RP. On a mis en place en fait un mix RP-RS et on a travaillé les relations médias, je vais vous en parler après, qui sont en fait moins chères et parfois plus efficientes que d'autres stratégies, des stratégies payantes comme l'achat d'espace et le public rédactionnel. Voilà. Merci. Marlene, quand tu es arrivée chez Napta, tu as pris seule les rênes du marketing. Vous êtes désormais 7. Félicitations. Comment as-tu établi les KPI et présenté aux fondateurs? Et comment as-tu recruté cette équipe? Alors, c'est 2 points qui sont très importants chez nous. On fonctionne comme Samira avec vraiment des OKR. Donc, un plan de recrutement, ça se crée en amont. On va dire qu'on a une vision à 1 an et demi, en se disant, voici notre roadmap marketing, voici ce qu'on veut aboutir, à quoi on veut aboutir. Et pour ça, il faut des ressources. Au tout départ, on s'est dit on va passer par des free parce que c'est des objectifs qui sont court terme et qui nous permettent d'accéder très vite à des compétences expertes. Et on a eu une démarche qui nous a fait grandir très rapidement, c'est-à-dire qu'on ne prenait pas des free pour nous rendre un produit fini, mais uniquement pour nous accompagner et nous faire monter en compétences. Donc tout ça, ça nous a beaucoup aidé et on a fait grandir des juniors qui nous ont rejoints rapidement, très très vite, sur des thématiques qui étaient capitales pour nous. Et donc on a aussi passé beaucoup de temps, une fois ces KPI et ces OKR fixés, à trouver les bonnes personnes. Et donc, c'est de l'investissement en termes de temps, en termes d'argent aussi, puisqu'on a un process qui suit un livre qui est assez connu, qui s'appelle le WOO, et on respecte cet ordre d'entretien. On prend des références, mais on offre aussi nos propres références. Donc, chaque personne qui passe un entretien chez nous a le droit de contacter en interne les personnes qu'il souhaite pour avoir des retours sur comment ça se passe, en quoi consistera son rôle. Et pour nous, c'est très important parce qu'au final, on a des gens qui sont rentrés dans l'entreprise et qui sont contents et qui sont là pour longtemps, en tout cas on l'espère, et qui du coup nous apportent énormément. Donc recruter les bonnes personnes, ça a autant de valeur que de faire appel à une très bonne agence. C'est vraiment un point capital sur lequel il faut négliger aucun aspect. Pour compléter ce que dit Marilyn, nous on n'est pas 7, on est 1,5. Moi, et un apprenant que j'ai pris pour travailler avec moi. Et puis on a fait le choix de travailler avec une agence de relations presse dans un premier temps pour nous accompagner et accélérer. Mais c'est vrai qu'on a fait le choix de prendre des seniors qui soient très opérationnels. Donc on met tous les mains dans le cambouis. Super, merci beaucoup. Merci. On peut continuer, Samira. Donc aujourd'hui, l'écosystème digital est assez saturé par plein de advertising, marketing, communication. On est bombardé. Avez-vous des conseils pour vraiment qu'on puisse entendre le message de votre start-up? Comment vous avez fait pour vraiment sortir de ce lot? Alors, on a travaillé, comme je vous le disais, sur un mix relations médias, réseaux sociaux. Donc, on a beaucoup travaillé sur l'approche avec les médias, avec du storytelling, avec aussi le travail autour de l'expertise. C'est important de montrer son expertise pour sortir du lot. Et ce qu'on a fait aussi, c'est valoriser en fait ce qui faisait la différence avec la concurrence, parce qu'il faut savoir qu'Electra est le David
dans le monde où il n'y a que des Goliaths. On a en face de nous des Total Energy, des Easyvia, Tesla aussi, et puis des pure players comme Fastned ou Ionity. Et nous, on arrivait comme ça, bonjour, on est petits, mais on veut être les premiers. Donc on a beaucoup travaillé autour de ce qui faisait notre différence, à savoir l'innovation autour de l'expérience utilisateur. Donc c'est ce qu'on a valorisé régulièrement à travers du communiqué de presse, à travers des interviews, à travers le travail sur les réseaux sociaux, notamment dans un premier temps des réseaux sociaux plutôt corporate comme LinkedIn, Twitter. On n'a pas travaillé la partie grand public parce qu'on n'avait pas de clients encore grand public. Et puis à côté de ça, la création d'une communauté d'ambassadeurs qui sont des passionnés de véhicules électriques pour nous aider à émerger encore plus. Et puis toute la partie vraiment hors médias, sur du blog, de la tribune d'expression et d'autres outils du même acabit. Merci. Marilyn, la même question, comment sortir du lot ? Alors, au tout départ, moi, je dirais le plus important, c'est de capitaliser sur l'existant. Vous avez forcément une base de données, des premiers clients, et en fait, c'est vos meilleurs porte-parole. Donc, on a énormément travaillé toute la partie advocacy, c'est-à-dire faire des témoignages clients, organiser des webinars. Donc ça, c'est très B2B, mais je pense que ça s'applique aussi au B2C. Et cette partie, ça nous a permis, du coup, d'exister dans la tête de nos prospects. Et derrière, on a choisi d'avoir une approche assez B2C pour un milieu B2B, c'est-à-dire de se dire qu'on ne vendait pas d'entreprise à entreprise, mais on vendait d'humain à humain. Et vous tous, au quotidien, vous faites des choix de consommation qui sont liés à votre système de valeurs. Et ben, c'est pareil quand on achète pour son entreprise. Et du coup, on s'est dit, le produit apporte de la valeur aux entreprises, mais il faut que nous, on apporte de la valeur aux gens qui décident de travailler avec nous. Et on a fait des choses qui sont assez simples à mettre en place, mais qui apportent cette fameuse valeur en dehors du produit. Donc, on a organisé des petits déj pour que les gens puissent échanger entre pairs. On a créé des contenus qui sont très actionnables et qui ne mettent pas forcément en valeur directement le produit. On est sorti de la boucle commerciale pour faire du coup de Napta une marque qui accompagne chacun d'entre nous au quotidien sans forcément parler tout de suite vente. Super, merci beaucoup. Samira, pouvez-vous donner des exemples de tactiques en fait, que vous avez mises en place et qui ont très très bien fonctionné ? Alors pour reprendre un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est vrai que sur la partie relations médias, on a beaucoup travaillé le storytelling. On avait la chance d'avoir un fondateur qui avait fondé dans un premier temps une entreprise qui s'appelle Cheers, que vous connaissez tous, qu'il a revendue, et donc il a créé cette boîte. Et donc moi, ça m'a beaucoup aidé ensuite pour pouvoir continuer à communiquer en termes de storytelling. Et puis, effectivement, travailler l'expertise des 90 collaborateurs qu'on a, qui sont vraiment des talents, qui viennent du monde de la tech, qui viennent du monde de l'infra. Donc ça, on a beaucoup travaillé dessus. Et également, l'utilisation en fait, de content. On a beaucoup travaillé le contenu vidéo. On est allé voir nos clients, on est allé voir nos partenaires pour leur demander du testimonial et pouvoir l'utiliser. On a également proposé à des influenceurs d'aller réaliser eux-mêmes le parcours et de faire le client pour pouvoir ensuite utiliser leurs vidéos en termes de contenu toujours de la même façon. Et puis on a beaucoup travaillé la data qu'on a utilisée ensuite en termes de communication à la fois sur les RP et les réseaux sociaux. Donc toujours aller chercher la bonne data qui va pouvoir illustrer notre discours. Ça, c'est important. Donc soit la data qu'on a soi-même chez soi avec la data client, soit la data qu'on va chercher avec les instituts de sondage comme Opinionway par exemple. Super, merci beaucoup. Marilyn, la même chose. Quelque chose qui a super bien fonctionné. Ce qui a très bien fonctionné, c'est de prendre, on va dire, un parti plus long, c'est-à-dire dans une phase où tout le monde automatise énormément de choses. On s'était mis à faire du cold emailing, c'est-à-dire envoyer des mails à des gens qui ne nous ont pas sollicités pour leur parler de notre produit, et on faisait ça de manière complètement automatique. On appuyait sur un bouton, on va vulgariser un peu, mais et du coup tout le monde recevait ces mails, et on s'est rendu compte que on générait peu de business, mais que ça nous prenait peu de temps. Et on a transformé un peu l'équation, et on s'est dit on va prendre très peu d'entreprises qu'on va contacter, mais on va les contacter de manière extrêmement personnalisée. On en vient à faire des blagues sur l'équipe de rugby préférée du prospect auquel on s'adresse, mais on a un taux de réponse qui est exceptionnel. Et ça, c'est quelque chose qui nous a réappris à
prendre le temps plutôt qu'à ne penser qu'en termes quantitatifs et de voir vraiment nos actions sous le prisme du qualitatif. Et je dirais une autre chose qui a bien fonctionné, ça serait celle de dire qu'on a réussi à être assez créatif et donc du coup à penser avec peu de moyens à sortir un peu des codes de ce que pouvaient faire nos concurrents pour être les premiers à mener des actions qui pouvaient être plus sympas et qui des fois ne sont pas non plus complètement exceptionnelles, mais écrire une carte postale, être un peu dans le physique et ramener un peu d'humain toujours, ça nous a permis de mener de belles actions. Super, merci beaucoup. Des choses qui n'ont pas fonctionné, en fait, et des choses, des choses que vous avez appris. Alors, l'une des choses qui a le moins bien fonctionné, c'est nos campagnes de paid au tout départ, puisqu'on a mis de l'argent sur LinkedIn. Et en fait, de notre côté marketing, ça a super bien fonctionné parce qu'on a généré du business, et pas de business d'ailleurs, du lead, comme on dit. Donc, on a généré des contacts à un coût qui était vraiment très, très faible comparé au benchmark de LinkedIn. Et on était très contents de nous, on était très satisfaits et on s'est rendu compte, le temps passant, qu'en fait, ces contacts ne généraient aucun business. Et tout ça parce qu'on n'avait aucun alignement entre le marketing et les sales. Et ça a été la plus grosse erreur qu'on ait faite au départ, c'est de penser que le marketing était une équipe qui n'était pas intrinsèquement liée aux sales. Et on a mené des opérations qui étaient décorrélées les uns des autres. Et ça nous a fait perdre du temps, perdre de l'argent. Et du coup, aujourd'hui, notre plus grand enjeu, c'est de maintenir cet alignement dans une structure qui grandit énormément, puisque comme on se le disait au départ, j'étais seule à communiquer avec eux, donc c'était très facile d'obtenir l'information. On est aujourd'hui 7, ils sont une dizaine. Il faut qu'on arrive à récupérer toute cette information facilement pour ne pas faire ce genre d'erreur et pour, bien sûr, pas perdre d'argent. Super, merci beaucoup, Samira. Alors, la même chose. Et au-delà de ça, c'est vrai que sur LinkedIn, on s'est un petit peu vautré sur la partie acquisition de leads. Et au-delà de ça, c'est aussi la création d'un blog. On s'est dit, on va faire comme tout le monde, on va créer un blog avec du contenu. Ça va apporter le chaland. Pas du tout. On a pris un journaliste pour gérer ce blog, pour la rédaction. Ça a été très chronophage. Il a fallu... comme vous le savez, un blog, les allers-retours, la rédaction, le rewriting, etc. Et puis pour rien, puisque finalement, on n'avait aucun retour dessus, aucun retour direct ni indirect en termes de business. Donc, on a laissé tomber la partie blog. Mais alors, vous avez laissé tomber. Est-ce que c'est une tactique qui, ça marche pas pour vous, ou on la met en pause et peut-être plus tard, on va regarder? Alors pourquoi? Enfin, on la met en pause parce que justement, quand on l'a mis en place, on n'avait pas beaucoup de clients finaux. Là, on commence à avoir de plus en plus de stations partout en France. On commence à avoir de plus en plus de clients. D'ailleurs, là, on vient, grâce à nous, 3 millions de kilomètres ont pu être parcourus grâce aux stations Electra. On a une centaine de points de charge. On en aura 8000 en 2030. Donc, ça avance. Et je pense qu'à un moment, on pourra se reposer pour se dire qu'est-ce qu'on fait en termes de gestion de contenu. Est-ce qu'on prend un copywriter ? Voilà, on avance, mais on ne met pas de côté définitivement. Super, merci beaucoup. C'était justement pour dire que parfois, il y a des tactiques qui ne sont pas au bon moment, mais ce n'est pas pour autant qu'elles ne délivreraient pas de valeur à d'autres moments de la start-up. Samira, les 3 tactiques de com que toute start-up devrait explorer. Ouais, 3 tactiques que vous pensez que vraiment toute start-up devrait au moins regarder. Est-ce que c'est vraiment la bonne tactique pour moi? Mais regardez. Si je devais donner des conseils pour bien avancer, il y en a un que je retiendrai en premier lieu, c'est la stratégie des 5 W. En fait, mettez toujours le client, toujours votre cible plutôt, au cœur de votre stratégie de com. J'entends souvent, et quand j'avais mon agence, j'entendais souvent des patrons de start-up qui venaient me voir en me disant « je veux communiquer ». Ok, mais pourquoi faire? Vous adressez à qui? Quel message vous voulez faire passer? Donc toujours avoir en tête pourquoi vous voulez communiquer. Donc les 5 W, c'est who, what, why, when et where. Si vous avez toujours ça en tête, vous ne vous planterez pas, ou très peu. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est d'être audacieux. Toujours. Il ne faut pas avoir peur. N'ayez pas peur d'essayer. De toute façon, vous risquez juste de l'échec, mais l'échec permet de rebondir et d'avancer. On en a des échecs. Moi, personnellement, j'en ai eu plein et ça m'a permis d'avancer. Et puis même encore aujourd'hui, chez Electra, on subit encore des échecs en termes de com, en termes de marketing, en termes de business, mais ça nous permet d'avancer et d'aller encore plus vite. Troisième chose, c'est raconter. C'est toujours occuper le terrain.
toujours être là et raconter ce que vous faites, parce que si vous ne le faites pas, personne ne s'intéressera à vous et personne ne se dira tiens, Electra, c'est qui, on va s'intéresser. On n'existe pas. Comme ça. D'autant plus quand on est dans un univers très très concurrentiel. Donc raconter et puis au-delà préempter. Si vous pouvez être les premiers à préempter un sujet qui vous touche directement ou indirectement, vous serez référencé comme le leader et comme le référent sur le sujet et vous aurez finalement gagné puisque la place sera prise et plus personne d'autre ne pourra prendre la place sur votre secteur. Voilà, ces 3 conseils-là. Super, merci beaucoup. Marilyn, pour le marketing, pareil, 3 conseils. Oui, eh ben, pour compléter du coup les 5 W, il y a aussi le pendant persona, c'est-à-dire du coup maintenant qu'on sait ce qu'on veut raconter et quelle est la valeur de notre produit, à qui on le raconte et comment. Donc nous, on a mené un travail de fond pour comprendre qui était notre cible, où elle était et ce qu'elle avait envie de résoudre, puisqu'il y a des deltas qui sont très importants entre 2 consommateurs et entre ce qu'on va leur apporter. Et donc, une fois que vous avez ces éléments, il est beaucoup plus facile de s'adresser de manière très pertinente à votre cible. Donc ça, c'est vraiment un travail de fond qui n'est pas immédiat et qui, du coup, des fois, demande de se mobiliser alors qu'on aimerait faire des choses qui avancent tout de suite, mais qui est vraiment capital. Le deuxième, c'est pareil, un travail un peu de fond, puisque c'est le référencement naturel. Donc, c'est un travail qui demande du temps, qui est concurrentiel. On parle de référencement gratuit, mais c'est faux. Il faut mettre du budget derrière pour pouvoir atteindre les premières pages de Google. Et du coup, ça a un véritable impact en termes de notoriété et en termes de business. Et le dernier conseil, ça serait sur ce qu'on appelle le nurturing, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'un contact a été en contact avec vous un jour, mais qu'il n'a pas généré de business, qu'il ne le fera jamais. Donc prenez soin de tous ces gens, apportez-leur de la valeur, invitez-les à des événements, des webinars, envoyez-leur des mails, ne les saturez pas non plus, mais ils sont là et un jour le projet existera et c'est quand vous aurez ce momentum que vous serez les premiers dans leur tête. Et ça, c'est très important parce que faire dormir sa base de contacts existants, c'est passer à côté de potentiel business. Super, merci beaucoup. En fait, il y a une autre question pour toi, Marilyn. On sait tous qu'il y a plein de choses qu'on aimerait avoir fait autrement. Qu'est-ce que tu aurais aimé faire autrement chez Napta ? Alors, j'aurais aimé changer de nom plus vite pour perdre moins d'argent. Et j'aurais aimé aussi du coup, ce fameux alignement dont on parlait. On en parlait avec les sales, mais ça vaut avec toutes les équipes parce que, encore une fois, quand je suis arrivée dans l'entreprise, on était 12 et c'était très facile de communiquer avec le produit, avec la tech, avec les équipes d'account management. Et aujourd'hui, j'ai besoin d'eux au quotidien parce que quand il faut faire une success story, écrire du contenu sur comment un client a super bien réussi à utiliser notre produit et on est content, je dois passer par eux, j'ai besoin de comprendre quel est le produit pour pouvoir le mettre en avant sur le site internet et ça, c'est quelque chose qui nécessite d'avoir une équipe marketing décilotée et vraiment de penser non pas en mode équipe mais en mode projet, de savoir mobiliser les bonnes personnes dans les bonnes équipes et donc du coup de faire comprendre à absolument toute la boîte en permanence que le marketing, c'est pas juste pour faire joli, même si on essaye en plus que ce soit joli. On aime bien aussi joli. Oui. C'est surtout de faire en sorte que tout le monde regarde dans la même direction et de générer du business. Et ça, du coup, c'est une erreur qui peut être courante et dans laquelle on a commencé à partir en pensant le marketing un peu seul dans son coin et que je ne referai pas et pour lequel je pense même je mettrai des gens de mon équipe absolument sur tous les bureaux pour être sûr que les infos circulent bien. Merci beaucoup. Samira, vous êtes arrivée chez Electra et c'était pas très connu, je dirais. Comment as-tu pu établir la notoriété d'Electra ? Comme je le disais, déjà j'ai pu utiliser la notoriété d'Aurélien Demeaux, que vous entendrez tout à l'heure. Donc ça m'a bien aidé, ça. Et au-delà de ça, de vraiment expliquer qu'en fait on avait un truc qui était différent des autres. Donc on a vraiment creusé là-dessus. Et puis j'ai beaucoup utilisé LinkedIn. Ce que je regrette un petit peu, c'est de ne pas être allé beaucoup plus vite sur LinkedIn. Au départ, j'avais peur de spammer, j'avais peur de faire peur et qu'on ne revienne pas. Et finalement, non, j'avais tort. Là, j'ai mis un coup d'accélérateur depuis 2 mois et je me rends compte qu'en fait, on a une communauté qui grandit et qui est vraiment très intéressée. Donc, on va encore développer cette partie-là, la partie sociale,
qui nous intéresse et qui est vraiment fondamentale pour nous. En plus, elle est en hors média, donc toujours on parle de budget, mais n'hésitez pas sur le budget, allez sur les réseaux sociaux, allez sur les relations médias qui sont hyper, qui vont vous hyper efficientes. Super, merci beaucoup. Dernière question, je vois qu'on a encore 5 minutes. Samira et Marilyn, quel conseil vous donneriez à n'importe quelle start-up qui souhaite grandir? Allez-y, foncez. Racontez. Utilisez tous les leviers pour raconter et soyez malins. On a plein de petits outils qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir sortir un petit peu du bois. Donc ne pas hésiter à se dire j'ai des choses intéressantes à raconter, j'y vais. Et puis ne pas hésiter à faire du networking et de développer votre réseau. Aujourd'hui, vous avez des journalistes qui sont friands de ce genre de sujet. On a parfois peur d'y aller, on se dit non, mais on ne va pas les intéresser. Au contraire, moi, je me suis rendu compte qu'en fait, la recharge rapide de véhicules électriques, c'était hyper intéressant. Donc, créer du networking, invitez-les à déjeuner, allez les voir, écrivez-leur sur les réseaux sociaux. Ils sont tous sur LinkedIn, sur Twitter, sur TikTok. N'hésitez pas. Et contrairement à ce qu'on peut croire, ils vont venir à vous, et ils vont s'intéresser à vous, ils vont écrire des papiers sur vous et ils vont développer votre notoriété de façon quasiment gratuite. C'est super. C'est vraiment, merci beaucoup pour avoir partagé ça. Marilyn. Alors moi, ça serait moins gratuit, mais je pense qu'en phase de croissance, il faut penser le marketing sous 2 investissements différents. Des investissements très court-termistes pour générer du business à court terme, mais aussi ne pas hésiter à garder un peu de cet investissement sur des objectifs de long terme, parce que la notoriété d'une marque, c'est un cercle vertueux et ça vous permettra de générer plus de business. Et c'est dommage de passer à côté parce qu'on ne voit pas tout de suite et on ne se rend pas de manière tangible, très compte, que tout ça, ça va générer au final du business. Et donc du coup, passer à côté de cette opportunité, c'est dommage. Mais effectivement, c'est encore une question de répartition de ces dépenses. Et je pense que pour faire du marketing, il faut penser selon ces 2 flux d'investissement et pas voir uniquement le marketing comme quelque chose qui doit être rentable dès le départ. Bien sûr, l'objectif est d'arriver à des coûts d'acquisition qui sont maîtrisés. Mais voilà, et le deuxième point que soulevait tout ça, il a fallu que je vous dise ça pour que... non, mais sur la marque du coup qui fait partie de ces flux qui sont pour moi plus long terme et qui sont indissociables du succès. C'était aussi de se dire que vous avez tous des éléments qui sont différenciants par rapport à vos concurrents et il ne faut pas hésiter à vraiment mettre l'accent dessus parce que c'est ici qu'on fera la différence entre 2 produits. Encore une fois, vous faites tous des choix dans votre consommation de tous les jours et vous choisissez d'acheter Patagonia plutôt que Nike pour certaines raisons. Et bien c'est pareil pour votre produit. À ISO, les gens vous choisiront pour plusieurs raisons. Il y aura bien sûr le prix, il y aura ce que vous faites, mais vraiment, mettez l'accent sur tout ce qui vous rend différent et n'hésitez pas à insister dessus et à répéter. La répétition fixe la notion. Donc, c'est comme ça qu'on persuade tout le monde. Et pour compléter, un dernier point, c'est que la com B2C accompagne toujours et font toujours la com B2B. Même si vous êtes dans le secteur très B2B sur une niche, n'hésitez pas à faire du B2C. Pourquoi ? Parce que votre cible est avant tout... Tu le disais bien, un client et qui consomme au quotidien. Il va allumer la télé, il va regarder TF1, il va regarder JT. Quand il va partir en voyage, il va aller au relais et il va prendre le magazine, le Elle ou le Femme Actuelle pour sa femme, etc. Donc n'hésitez pas, pensez toujours B2C et B2B en même temps, même si vous êtes dans un secteur hyper fermé de niche en B2B. Super, merci beaucoup. Merci Marilyn, merci Samira, c'était un vrai plaisir. Merci à tous d'être là et Joy va nous dire ce qui vient après. Merci à toutes les 3, franchement, si on peut applaudir. Merci beaucoup.